Ce vendredi vers 16 h, la NASA annonçait la sélection d'un second atterrisseur lunaire habité pour le programme Artemis, après celle du Starship de SpaceX en avril 2021. Mais quel sera le rôle de cet atterrisseur? Pourquoi un second alors que le Starship était déjà sélectionné? Quels étaient les candidats en lice et leurs atterrisseurs? Eh bien, pour cet épisode, je vous propose de répondre à tout ça, puis de revenir sur le candidat sélectionné, ce qui au passage me permet de préenregistrer une partie de cet épisode, et de vous proposer un meilleur contenu. Mais avant de commencer, et comme d'habitude, je tenais à vous inviter à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore et ne désirez rien manquer, ainsi qu'à liker, commenter et partager cet épisode. Sur ce, je vous retrouve tout de suite pour une nouvelle dose d'espace. En avril 2021, la NASA annonçait la sélection du Starship de SpaceX comme atterrisseur lunaire pour les missions Artemis 3 et 4 au minimum. Le but avec cette sélection était de doter la NASA d'un atterrisseur lunaire dont l'objectif n'est ni plus ni moins que de ramener des humains sur la Lune pour la première fois depuis Apollo. À l'époque, et ça avait d'ailleurs entraîné une vive contestation de la part de Blue Origin, le Starship avait été sélectionné et remporté le contrat face à deux autres concurrents. Le premier, justement, était la proposition désignée sous le nom de National Team, consortium d'entreprises mené par Blue Origin. Et pour son atterrisseur, la proposition de l'entreprise de Jeff Bezos était on ne peut plus classique, voire même comparable à Apollo, et donc aussi relativement simple. Un étage de transfert qui enverra l'atterrisseur vers la Lune et le placera en orbite lunaire, comparable dans son rôle au module de service d'Apollo se trouvant sous la capsule. Le module de transfert va ensuite ralentir encore pour désorbiter le tout, et ce sera ensuite un étage dédié qui fera atterrir les deux derniers éléments sur la Lune. Ensuite, une fois la mission terminée, la troisième partie, le module de remontée, va replacer les astronautes en orbite lunaire où ils s'amarreront à Orion, la capsule utilisée pour le retour sur Terre, ou à la Lunar Gateway, station spatiale en orbite lunaire qui sera lancée d'ici quelques années. Et pour concevoir cet atterrisseur, Blue Origin s'était entouré des meilleurs. Northrop Grumman, Lockheed Martin et Draper faisaient partie du consortium mené par l'entreprise. Entreprises qui sont, c'est important de le noter, plus que qualifiées dans le spatial. Depuis, les entreprises Astrobotics, qui exploitent l'atterrisseur robotisé Beresheet, dont le vol inaugural est attendu bientôt d'ailleurs, Honeybee Robotics et Boeing se sont joints au consortium, alors que Northrop Grumman a fait le choix de se tourner vers le concurrent de Blue Origin, ce qui m'amène à vous présenter le second atterrisseur. Elle n'est pas belle, la transition ? La seconde proposition était en effet de Dynetics pour un atterrisseur capable d'emporter 2 à 4 astronautes vers la surface de notre satellite. Là aussi, la méthode choisie pour se poser est encore assez différente, et il existe en réalité deux scénarios. Dans le premier cas, l'atterrisseur est lancé par un lanceur un peu moins puissant comme Vulcan de United Launch Alliance, et est placé en orbite de halo quasi rectiligne autour de la Lune, comparable à celle qu'utilisera la Lunar Gateway. Ensuite, soit il est ravitaillé en orbite, soit un véhicule vient s'y amarrer pour rassurer une partie de sa propulsion. Dans le second scénario, c'est le SLS, bien plus puissant, qui le lance, et le second étage du SLS est suffisamment puissant pour le placer en orbite lunaire où les astronautes n'auront qu'à y embarquer et l'atterrisseur se poser sans aucune aide. Dans les deux cas, il reste en une seule pièce et ne compte pas d'étage de descente ou de remontée. Et, sauf dans le cas d'un lancement via le SLS, qui a le défaut de coûter très cher, cet atterrisseur souffre du même défaut que le Starship. Il nécessite de mettre au point le ravitaillement en orbite, technologie qui est encore loin d'être parfaitement maîtrisée. Dans tous les cas, l'élément décisif qui entraîna la sélection du Starship, ce sont les prix extrêmement bas annoncés par SpaceX, qui est près de 2 fois moins cher que ses concurrents tout en ayant plus de capacité. Seulement voilà, que ce soit pour ravitailler l'ISS, les capsules habitées, des atterrisseurs lunaires robotisés ou n'importe quel autre domaine où la NASA s'ouvre au commerce, il est assez classique pour l'agence américaine de se doter d'une certaine redondance de ses moyens.
Ainsi, cela permet non seulement de faire vivre un secteur commercial avec une entre guillemets concurrence saine, mais aussi de garantir à l'avance que, si pour X ou Y raison un véhicule est cloué au sol, le second peut assurer une certaine continuité. Ainsi, l'ouverture de la sélection d'un nouvel atterrisseur en septembre 2022 était une suite assez logique aux choses. L'idée, encore une fois, n'est pas vraiment de mettre SpaceX de côté, mais plutôt de permettre un roulement entre les atterrisseurs, roulement qui devrait commencer avec Artemis 5. Bien sûr, et même si on ne peut pas dire que ce soit l'idée première, la sélection d'un atterrisseur supplémentaire est aussi une sécurité. Si SpaceX venait à s'enliser considérablement avec son Starship, la NASA aurait alors une solution de secours. Ce nouvel atterrisseur devrait en effet voler en version habitée en 2029, et sachant que le Starship devrait voler en 2025 pour Artemis 3, les marges ne sont pas non plus folles. On peut bien sûr envisager dans le scénario le plus extrême un échange entre les atterrisseurs, mais encore une fois, ce n'est pas une volonté première. Même si je ne crois pas non plus exagérer en disant que l'option a probablement déjà été envisagée. Notez quand même qu'il ne s'agit pas ici d'une volonté de manquer de confiance en SpaceX ou de les attaquer. Mais il ne faut pas non plus exclure que l'entreprise ait du fil à retordre avec son Starship lunaire, et c'est toujours bon qu'un second atterrisseur existe. Mais bref, je digresse un peu. Sur ce, il va être temps de parler de l'atterrisseur sélectionné. C'est en effet Blue Origin qui a été sélectionné pour le second atterrisseur, ce qui n'est pas une grande surprise. Encore une fois, malheureusement, l'atterrisseur de Dynetics regroupait les défauts du Starship, certes, mais aussi le tout avec un coût plus élevé que l'atterrisseur de Blue Origin qui réunit des entreprises beaucoup plus compétentes. Sélectionner Blue Origin est donc un choix assez logique. En plus d'être compétitive en termes de prix, l'entreprise reste aussi sur un design relativement simple, avec une architecture qui, bien que moderne et apprenant des erreurs d'Apollo comme une échelle plus pratique, ne demande pas non plus de bons technologiques comme condition sine qua non. Car, et j'en reparlerai après, mais même si l'atterrisseur pourra être ravitaillé, cela ne devrait pas non plus être une condition à son fonctionnement pour une seule mission. Mais on apprenait aussi au cours de cette annonce que l'atterrisseur Blue Moon existera en deux versions, l'une cargo pour l'envoi de charges utiles de la NASA ou d'organismes privés, et l'autre dédiée au transport d'astronautes. Si tout se passe bien, l'atterrisseur devrait donc réaliser sa première mission habitée pour Artemis 5 en 2029, année à partir de laquelle on devrait avoir une mission Artemis par an. Mais avant ça, ce seront plusieurs essais sur Terre, en orbite basse et un sur la Lune en 2028, qui attendent l'atterrisseur de Blue Origin qui aura encore énormément de pain sur la planche. Car l'atterrisseur a aussi radicalement évolué au point d'être tellement différent de sa première version qu'il en est presque méconnaissable. Désormais, il pourra emporter 20 à 30 tonnes sur notre satellite, en fonction du fait qu'il soit réutilisé ou non. Le module de descente et de remontée ont fusionné, et il pourra également être ravitaillé en orbite. Lancé par le lanceur New Glenn, il se placera en orbite de halo quasi rectiligne autour de la Lune, puis un cargo dédié fera le lien entre l'orbite basse terrestre et Blue Moon pour le ravitailler. D'ailleurs, Blue Origin a également travaillé sur un système de maintien des températures du carburant en orbite, qui doivent rester à des températures proches de moins 180 degrés, réglant ainsi l'un des problèmes majeurs du stockage de carburant sur du long terme en orbite. On est ainsi sur une architecture non sans rappeler Dynetics ou le Starship, mais avec un coût de 3,4 milliards pour la NASA et 3,4 pour Blue Origin et les compétences des partenaires, le choix semble assez logique. Par la suite, après Artemis 6, il devrait commencer à y avoir une concurrence sur quel atterrisseur sera utilisé, le temps que les entreprises continuent à les améliorer et les faire évoluer. Enfin, Blue Origin compte aussi s'en servir pour d'autres vols commerciaux habités en dehors de ceux d'Artemis, même si cela risque encore de prendre du temps. Mais ça, on en reparlera bientôt. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des autres, et à très bientôt pour de nouvelles doses d'espace.